Bonjour à tous pour cette conférence, cette lecture, dans bien sûr un contexte très singulier qui, comme vous le verrez, ne sera pas sans influence sur mon propos. Alors en premier lieu, et pour tout de suite entrer dans le sujet, j'ai souhaité préciser l'intitulé de cette conférence qui prépare la publication d'un article cet été en associant trois éléments: Black Box, White Cube et Grey Fiction. Alors l'usage de l'anglais dans ce titre est lié au fait que les deux premières notions, Black Box et White Cube, sont d'origine et d'usage fréquent en langue anglaise. Quant à la troisième notion, elle est de mon invention et je vais tenter ici de vous la proposer pour la première fois sans prétendre en épuiser toutes les potentialités, mais plutôt en ouvrir les possibilités, et donc l'appropriation. L'objet de mon propos consistera à déconstruire le discours critique majoritaire des sciences humaines sur la boîte noire de l'intelligence artificielle ainsi que les biais et les préjugés de celle-ci. Il s'agira donc d'un développement au troisième degré. Il y aurait le phénomène, la critique du phénomène et la déconstruction de la critique du phénomène. Cette dernière, la déconstruction, abordera donc la boîte noire comme une topologie et une photologie de la pensée. Photologie non pas entendue comme dans le sens classique en histoire de l'art, comme une sociologie ou une économie de la photographie historique, mais comme une logique, un logos de la lumière. Espace et lumière, surface et couleur seront donc dans mon propos de première importance. À cette fin, je vais effectuer un rapprochement implicite avec des phototopologies connues de la pensée sur lesquelles je ne reviendrai pas, et en particulier la caverne de Platon, qui reste un paradigme. La caractéristique commune de toutes ces phototopologies me semble être un mouvement de conversion de l'œil et ou du corps. Le et ou est très important car toutes les relations de conversion de l'œil et du corps vont être fondamentales. Je vais développer plus précisément une phototopologie, celle du white cube, du cube blanc, tel que proposé en 1976 par l'artiste et critique irlandais Brian O'Doherty. Alors cette comparaison et cette analogie me permettra de revenir à une racine qui me semble-t-il est commune, la cybernétique et les théories de l'information des années 50. Et de mieux comprendre comment la boîte noire de l'intelligence artificielle et le cube blanc de la galerie ou de l'atelier sont en fait, dans ce contexte, deux facettes d'une même narration et d'une même mise en scène que je vais tenter de cristalliser dans une chanson très célèbre du Velvet Underground. Ainsi, nous comprendrons mieux que le récit phototopologique de l'intelligence artificielle recouvre en fait une narration réflexive de l'esprit humain. Enfin, par la superposition du noir et du blanc, de l'intelligence artificielle et du monde de l'art, je déploierai une nouvelle phototopologie avec cette notion de fiction grise qui ne concernera plus la narration de l'artificiel, mais la fiction artificielle. Et là, j'aimerais distinguer narration et fiction. Alors, c'est quoi la fiction artificielle? C'est la fiction spécifiquement produite en relation avec des réseaux récursifs de neurones. Je changerai alors dans la dernière partie de casquette, passant du rôle de théoricien déconstructeur à celui d'artiste, et je vous raconterai ce que je suis en train de faire et de vivre ces derniers jours, dans le contexte commun qui est devenu le nôtre et qui dessine une autre figure des flux de la mondialisation, nous laissant découvrir que ces flux ne sont pas des fluides continus, il est aussi de leur nature de former des tourbillons et des turbulences, de s'arrêter, de devenir arides à force d'avoir érodé les terres. Le passage de la narration de l'artificiel à la fiction artificielle sera aussi pour moi une manière de montrer que la production artistique a un rôle très singulier et infiniment actif dans ce monde qui semble avoir tant de mal à naître et qui est pourtant déjà le nôtre. Alors, première partie, l'opacité de la boîte noire. Dans le champ des sciences humaines, un consensus semble avoir émergé ces dernières années autour de l'analyse de l'intelligence artificielle. Elle est critiquée au titre de trois arguments principaux. Premièrement, le manque de transparence pour l'être humain. Deuxièmement, la reproduction et l'amplification des préjugés humains. Troisièmement, sa capacité à occulter la précarisation du travail humain. Dans les trois cas, il s'agit pour le chercheur de démasquer l'intelligence artificielle et derrière sa fiction, portée par l'innovation,
de savoir découvrir sa réalité, c'est-à-dire reconstituer sa causalité véritable. L'opacité de l'intelligence artificielle est la boîte noire, c'est ce concept. Et il importe de comprendre qu'elle n'est pas originairement un phénomène seulement négatif, mais constitue une méthodologie en systémique consistant à représenter un système, quelle que soit la nature de celui-ci, qu'il soit technique ou naturel, en faisant abstraction de son fonctionnement interne. Celui-ci peut être factuellement inaccessible ou, et c'est cette seconde version qui nous intéresse, on le met volontairement de côté afin d'étudier la seule relation entre les entrées et les sorties afin d'en tester l'efficacité. Ceci permet de jouer avec et de faire évoluer ce qu'il y a dans la boîte noire afin d'obtenir le résultat attendu. Ce que j'aimerais nommer la boîte noire active est donc une pensée instrumentale et déterministe qui ne se limite pas à l'intelligence artificielle, mais qui peut être appliquée à toute chose. Elle suppose qu'il y a des choses qui se découpent sur un fond qu'on nomme le monde. Le monde entre dans ces choses, ce qui permet à ces choses de produire des effets nouveaux. Il s'agit donc d'une ontologie de l'échange dont il faut pressentir en même temps le réductionnisme et en même temps l'incroyable complexité des conséquences. La boîte noire consiste donc à rendre invisible quelque chose, à cacher un mécanisme afin de recouvrir une opération et, c'est le point important, à le dire. On cache, mais on ne cache pas qu'on cache. On crée donc une trace. Elle concerne l'infrastructure et la logistique en un sens élevé. Ainsi, les flux de pétrole sont une boîte noire car si nous ne cessons d'utiliser cette matière, nous ne la voyons jamais, ou pour ainsi dire jamais. Si l'infrastructure cache, c'est parce que son usage du monde suppose une certaine conception de la réalité. La boîte noire semble plonger ses racines dans l'histoire des codes secrets selon Simon Sight. Il s'agissait à l'origine de machines de télécommunication ennemies dont on récupérait et dont on ne peut voir le fonctionnement interne parce qu'elles sont piégées. Il fallait donc déduire ce fonctionnement, c'est-à-dire la clé du code, à partir des entrées et des sorties. On comprend comment la boîte noire est rattachée à l'idée de cacher la connaissance, d'empêcher la connaissance, entendue comme le décryptage d'un code. C'est en 1950 que Norbert Wiener donne une première théorisation positive de la boîte noire dans son fameux ouvrage The Human Use of Human Beings, Cybernetic and Society. Si la cybernétique est une étude des échanges, alors la boîte noire est finalement la méthode pour y parvenir. Elle constitue une formalisation et une abstraction de la causalité au nom, comme nous le verrons, d'une logique de la substitution et de la simulation qui est, proprement parlé, inhérente à la question de la technique. La cybernétique et la machine de Turing sont historiquement liées à la boîte noire d'Enigma, cette fameuse machine de codage allemand. Pour résoudre son énigme, il fallait imaginer une machine de calcul universelle et indifférente, aussi coupée du monde que l'était Enigma. Machine contre machine, reproduire la fermeture d'un espace logique pour finalement l'ouvrir. J'aimerais souligner une erreur fréquente consistant à assimiler purement et simplement la boîte noire à la psychologie comportementaliste. Or, cette dernière est antérieure au concept de boîte noire et n'y a été intégrée qu'à partir de l'ouvrage de Wiener. Elle partage avec lui, il est vrai, une conception instrumentale et un réductionnisme assumé afin, me semble-t-il, d'éviter les effets de surinterprétation réflexive. Je souhaiterais aussi signaler, bien évidemment, qu'on retrouve d'une façon fort intéressante la notion de boîte noire dans les transports, où il s'agit d'un dispositif qui enregistre certaines données du fonctionnement de l'appareil de façon automatique, afin, en cas d'accident, de pouvoir y accéder a posteriori. Ici, la boîte noire permet d'immuniser la causalité des événements. C'est-à-dire que si la boîte noire est opaque, quand tout est normal, c'est pour pouvoir précisément reconstituer une transparence une fois que quelque chose d'anormal est arrivé. L'échange entre opacité et transparence, accident et immunité est fort symptomatique de l'ontologie sous-jacente et d'une méthode d'écriture qu'on peut retracer dans les prologues platoniciens et en particulier dans le Protagoras, point que je ne développerai pas. La boîte noire est passée donc d'un statut positif à un statut négatif avec l'application des sciences humaines à l'intelligence artificielle, pour trois raisons principales.
Premièrement, le fait de cacher le code semble briser la causalité et donc les normes classiques d'explication. On a bien les entrées et les sorties, mais pas le système de transformation entre les deux. Deuxièmement, l'augmentation de la vitesse des machines entraîne une désynchronisation avec notre système nerveux. Les machines vont en effet beaucoup plus vite que nous ne pouvons aller. La spéculation financière à haute fréquence étant une espèce de symbole de ce décrochage, de sorte que la causalité machinique existe en dehors et indépendamment de nous, remettant en cause la soumission instrumentale de la technique à la cause efficiente que nous sommes censés être. Enfin, troisièmement, la transformation du paradigme de l'intelligence artificielle, passant du système expert qui supposait une modélisation des connaissances humaines et dont la symbolisation permettait fondamentalement de reconstituer l'origine, a été remplacée aujourd'hui par l'induction statistique des réseaux de neurones, qui, s'ils sont bien programmés, produisent un espace latent, difficilement lisible pour un être humain, même pour celui qui la connaît. Cet espace latent n'est en effet pas une modélisation symbolique, fruit d'une interprétation humaine qui code des phénomènes en algorithme, mais une modélisation propre à la machine, ce qui la rend difficilement interprétable sans l'ajout d'une surcouche logicielle. La critique des biais ou des préjugés est un autre argument adressé à l'intelligence artificielle. Cette dernière reproduirait et accentuerait les préjugés humains et ainsi deviendrait la pire des caricatures de nous-mêmes, tout à la fois sexistes, racistes, produisant des millions de fake news. L'intelligence artificielle serait une bêtise amplifiée et servirait de caisse de résonance à nos pires penchants. L'absence de conscience réflexive et de jugement moral entraînerait une espèce d'accélérationnisme négatif, une entropie cognitive. Le récit s'articule alors, me semble-t-il, sous deux formes que nous pouvons retracer dans les médias. Alors, la première forme, en 2017, une recherche menée à Stanford prétendait détecter l'orientation sexuelle par une analyse du visage, réactivant la tentation phrénologique de Franz Joseph Gall. Or, il faut remarquer que non seulement il y eut une avalanche de critiques immédiates, mais encore que les chercheurs de cette étude eux-mêmes indiquèrent leurs doutes. Dans de nombreux articles, une idée étrange émergea. Alors, je cite, « L'intelligence artificielle peut vous dire n'importe quoi sur n'importe qui avec suffisamment de données », déclare Brian Bracken, le PDG de Keros, une société de reconnaissance faciale. La question de savoir, poursuit-il, si en tant que société nous voulons savoir, la question est de savoir si en tant que société, nous voulons savoir. Alors, par là, la critique prenait par ce biais un tour étrange d'un point de vue de la théorie de la connaissance. Voulons-nous savoir ce que l'intelligence artificielle peut nous faire connaître? Alors, le second type de récit date d'une année précédente, en 2016, avec le bot de Microsoft sur Twitter qui serait devenu raciste à force d'être orienté dans cette direction par des êtres humains peu scrupuleux. Ce n'est plus l'intelligence artificielle comme connaissance désirable ou non qui est alors en jeu, mais l'intelligence artificielle comme enfance et innocence, idiot qui répète ce qu'on lui dit et qui est donc réductible à une détermination anthropologique prenant la forme de la cruauté, comme dans cette fameuse vidéo de Boston Dynamics où un des chercheurs de Boston Dynamics, me semble-t-il, décoche un grand coup de pied à ce robot qui se relève difficilement, mais qui se relève sans poser de questions. La boîte noire devient alors une boîte vide qui n'est qu'une surface de projection mimétique de l'être humain. L'intelligence artificielle devient alors un masque anthropologique. La solution proposée face à ces deux grands dangers est une politique de l'explicabilité. Partant du fait que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'être humain, mais l'augmenter, et que l'intelligence artificielle est une aide indispensable à la décision, il importe que les critères de celle-ci soient parfaitement clairs et suivent un fil rationnel. Il s'agit donc de reconstituer la causalité brisée de la boîte noire, de reconstruire l'enchaînement de cause à effet pour pouvoir y insérer son libre arbitre, selon une figure classique de la liberté autodéterminée. Cette dernière, en connaissant la causalité, peut librement la transformer. Si cette définition de la liberté est pour le moins problématique, il importe aussi de comprendre que le choix de considérer l'intelligence artificielle
comme une aide à la décision n'est absolument pas anodin et ne va pas de soi. Sans doute, l'automatisation de la conduite automobile a-t-elle été un des éléments qui a fait la promotion d'un tel récit? Récit qu'il faut mettre en relation avec le fait qu'en Amérique du Nord, la voiture individuelle est constitutive de la subjectivation, comme l'a montré Ballard dans son roman Crash. L'explicabilité est donc fondée sur la crainte que le système décisionnel de l'intelligence artificielle, basé sur des données, décrivant des activités humaines sous une forme numérique, ne reproduise les erreurs et les préjugés humains. L'intelligence artificielle devient donc un simple miroir dont il s'agit d'ouvrir la réflexion pour qu'elle rende ses raisons. En déléguant la décision, on délègue aussi le libre arbitre et par là même on externalise la causalité. L'Union européenne, par l'intermédiaire du Comité de la régulation de la protection des données, a introduit le droit de l'explication permettant d'obtenir, je cite, une information signifiante sur la logique utilisée quand un système de décision automatisé est utilisé avec des effets légaux et significatifs sur les individus. Cette politique de l'explicabilité met en avant la figure de l'informaticien qui doit documenter son code et expliquer les choix qu'il a réalisés. Le code devient alors la forme idéale de la caverne de Platon et les sorties de l'intelligence artificielle, les ombres sur la pierre. Par ailleurs, il est exigé d'ajouter une surcouche logicielle pour expliquer ce qui se passe dans la machine, jouant le rôle d'une interface entre la machine et l'être humain. C'est un peu d'ailleurs l'idée j'ai développé ailleurs, toute l'analyse par rapport à Deep Dream en 2015, réalisée par un ingénieur de Google. Deep Dream étant une sortie visuelle permettant de voir ce qui se passait dans, soi-disant, un réseau récursif de neurones. Il s'agit donc de traduire un espace latent vectorisé en phrases ayant trait au libre arbitre. On voit le retournement très paradoxal qui est par ce biais réalisé. En voulant redonner la liberté à l'être humain face à l'intelligence artificielle, on oblige le premier à se soumettre à sa logique en faisant usage de ses critères de décision. La politique de l'explicabilité ne semble donc pas porter sur ce sur quoi elle prétend porter. Si l'intelligence artificielle apparaît parfois comme une machine influençant le monde, c'est à la hauteur de son isolement. La boîte noire n'est plus l'expression d'une relation entre entrée et sortie, mais constitue une espèce de sortie totalitaire. Cette politique de l'explicabilité prend alors la forme de comités d'éthique constitués, il faut le souligner avec force, des acteurs économiques de l'intelligence artificielle qui semblent promouvoir les dangers de cette technologie comme pour attirer l'attention sur elle et en faire, par le débat de société, un élément indispensable et indépassable. Elle prend aussi la forme de déclarations telles que celle élaborée en 2018 à Montréal, la déclaration pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Remarquons là encore le concept de responsabilité qui est si proche de la notion de libre arbitre. Il faudrait, si nous en avions le temps, opérer une véritable analyse ligne par ligne de cette déclaration pour en déconstruire la structure étrange. Qu'il me soit permis de remarquer que dès la page 5, le texte affirme que, pour la première fois dans l'histoire humaine, des systèmes autonomes peuvent réaliser des tâches complexes habituellement effectuées par l'intelligence dite naturelle, c'est-à-dire humaine. Ces tâches sont définies comme suit. Petit 1, le traitement de grandes quantités d'informations. Petit 2, le calcul et la prédiction. Petit 3, l'apprentissage et l'adaptation des réponses à des situations changeantes. Petit 4, la reconnaissance et la classification des objets. On comprend bien qu'on retourne ainsi la problématique encore une fois en définissant l'intelligence humaine, à supposer que cette notion ait un quelconque sens, par rapport à ce que sait faire l'intelligence artificielle. Et on effectue ainsi un tour de passe-passe. Puis suit une longue liste des progrès attendus avec des bénéfices sociaux considérables, des bénéfices attendus de l'intelligence artificielle. Améliorer les conditions de vie et de santé, faciliter la justice, créer de la richesse, créer de la sécurité, diminuer l'impact de nos activités sur la Terre et sur l'environnement. Cette liste n'est jamais justifiée dans le texte et elle apparaît comme un solutionnisme apodictique. La déclaration souhaite limiter la réduction de l'avenir à un calcul auquel elle oppose le désir. Désir et calcul seraient opposés. Parce que, entre guillemets, les principes de la présente déclaration reposent sur la croyance commune que les êtres humains cherchent à se développer en tant que des êtres sociaux doués de sensations, de pensées et de sentiments, et s'efforcent de réaliser leur potentiel en exerçant librement
leurs droits émotionnels, hein, je souligne droits émotionnels, il y aurait les droits émotionnels, moraux et capacités intellectuelles. Fin de citation. Le document se décompose alors en plusieurs parties ressemblant à un recueil de management pour cadres en mal de motivation. Principe de bien-être, respect du principe d'autonomie, protection de la vie privée et de l'intimité, principe de solidarité, de la participation démocratique, d'équité, d'inclusion de la diversité, de prudence, de responsabilité, de développement durable. Qu'il me soit permis de lire un passage, la page 11, principe d'équité. Premièrement, les intelligences artificielles doivent être conçues et formées de manière à ne pas créer, renforcer ou reproduire des discriminations fondées entre autres sur les différences sociales, sexuelles, ethniques, culturelles ou religieuses. Deuxièmement, le développement de l'intelligence artificielle doit contribuer à éliminer les relations de domination entre groupes et personnes fondées sur les différences de pouvoir, de richesse ou de connaissances. Troisièmement, le développement des intelligences artificielles doit produire des avantages sociaux et économiques pour tous en réduisant les inégalités et les vulnérabilités sociales. Quatrièmement, enfin, le développement des intelligences artificielles industrielles doit être compatible avec des conditions de travail acceptables à chaque étape de leur cycle de vie, de l'extraction des ressources naturelles au recyclage en passant par le traitement des données, etc., etc., etc. Fin de citation. Alors, à cette lecture, on comprend bien qu'il y a une forme de solutionnisme derrière l'intention affichée de limiter le pouvoir de l'intelligence artificielle. En effet, cette dernière, finalement, semble capable en creux, dans le texte, de résoudre absolument tous les problèmes, et des problèmes qui la dépassent totalement, et pour le dire simplement, de tout résoudre. C'est une pensée hyper instrumentale du solutionnisme. Fixons maintenant les caractéristiques phototopologiques de la critique de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un espace fermé. Personne ne peut y entrer ou en sortir. Selon le récit des anciens, les seuls qui ont jeté un regard dans cette boîte ont vu défiler des signes incompréhensibles à toute vitesse et sont devenus aveugles. Tous les livres de la bibliothèque de Babel peuvent entrer dans cette boîte, une fois correctement codés. La boîte parfois parle et donne des instructions sur ce que nous devons faire à l'avenir. Nous ne savons pas pourquoi elle exige de nous de procéder de telle ou telle façon, mais nous croyons ce qu'elle nous dit. Nous nous tenons devant cette boîte en attendant qu'elle nous parle, pendant qu'à l'autre extrémité, des travailleurs rentrent des livres dans la boîte. Selon certains, à l'intérieur de la boîte, on peut voir tout l'extérieur à la manière d'un miroir sans teint. Selon d'autres, il existerait un bouton caché quelque part, permettant d'inverser ce dispositif optique afin de voir de l'extérieur à l'intérieur de la boîte. Nous cherchons encore ce bouton. D'autres encore pensent qu'il faudrait forcer la boîte, l'ouvrir avec force, pour savoir ce qui s'y passe enfin. Enfin, un schisme de ce dernier groupe pense qu'un singe aveugle déchire des pages des livres qui entrent dans la boîte et qu'elles sont lues par un perroquet qui est devenu absolument fou à force d'isolement. J'aimerais à présent ouvrir la possibilité que cette phototopologie réponde point par point à une autre phototopologie, celle du white cube. Boîte et cube, noir et blanc. La première impression est que la fermeture nocturne laisserait place à une certaine ouverture lumineuse du cube blanc. Quelles sont les caractéristiques de ce second espace? Et au-delà de l'analogie des formes et des couleurs, existe-t-il une preuve ou un argument à ce rapprochement anachronique? Pour ce faire, je développerai les caractéristiques de ce cube blanc tel que Brian O'Doherty les développe dans White Cube, l'espace de la galerie et son idéologie, qui a été traduit en 2008 en français. Je cite, « Quand le vide est-il un plan? Qu'est-ce qui, changeant tout, demeure soi-même inchangé? Qu'est-ce qui, n'ayant ni lieu, ni temps ni lieu, cependant fait époque? Qu'est-ce qui, partout, est le même endroit ?» Alors, l'ensemble des trois textes qui constituent cet ouvrage permettent d'éclairer ce qu'occulte paradoxalement l'expression white cube, quand elle est coupée, séparée du contexte critique de son élaboration historique. En effet, loin de faire l'apologie d'un espace prétendument neutre et absolu, l'auteur déconstruit la construction historique de cet espace et met à jour la somme de dénégations, de refoulements qu'il résume en faisant un espace pour ainsi dire négatif, un peu comme quand on parle de théologie négative. Le cube blanc n'est ni ceci ni cela. La neutralité et l'atemporalité revendiquées par l'espace de la galerie sont avant tout l'aboutissement de la victoire de l'interprétation formaliste du modernisme portée par Alan Greenberg,
que plus de 10 ans de discussions incessantes ont, de 66, le milieu des années 60 à 76, rendu visible. Ces textes, écrits à partir de 76, correspondent à une époque où la politisation de l'art prend une forme très précise qui est la prise en charge réflexive de l'art comme réalité économique et politique. L'artiste ne serait pas dans un face-à-face avec une réalité absolue et extérieure qu'il chercherait à subvertir sans lui appartenir, mais prend conscience que l'art lui-même constitue un monde bel et bien réel, que le monde de l'art n'est pas une interface abstraite, mais une partie du monde en tant que tel, un espace idéologiquement et économiquement déterminé. Cette réflexion accompagne bien évidemment la critique institutionnelle des années 70 de Marcel Brodauer ou de Hans Sacke, qui ont fait de l'analyse politique, sociologique et économique du champ de l'art l'objet même de leur travail artistique. Dans le premier texte, Note sur l'espace de la galerie, l'auteur fait remonter la généalogie du white cube au papier peint de tableaux, caractéristique des accrochages du XIXe siècle. Celui-ci révèle une conception dans laquelle chaque œuvre est considérée comme une espèce d'unité indépendante, capable, avec l'aide du cadre, de s'isoler absolument par elle-même de toutes ses voisines. Le tableau de chevalet est une espèce de fenêtre portable qui traverserait l'épaisseur du mur. Avec le triomphe du modernisme, il s'agit donc de la planéité greenbergienne, la toile, d'une certaine façon, la toile de la peinture, se convertit en une espèce de membrane sans profondeur qui rentre en contact avec le mur en tant que tel. Sa relation avec la surface du mur devient par conséquent essentielle et exige en retour la transformation de l'espace. Devenu territoire à conquérir, le mur est constitutif d'un espace blanc et idéal, qui a d'abord pour fonction de l'isoler dans un milieu qui préserve son autonomie. Alors, je cite quelque chose de la sacralité de l'Église, du formalisme de la salle d'audience, de la mystique du laboratoire expérimental s'associe au design chic pour produire cette chose unique, une chambre d'esthétique, où règne un champ magnétique perceptif, fin de citation, dont la puissance confère aux œuvres le statut qu'elles peuvent perdre en quittant cet espace. D'ailleurs, à tel point que cette espèce de dépouillement calculé des lieux ferait d'un objet quelconque, un morceau de carton trouvé dans la rue, par exemple, ferait de cet objet presque un objet sacré. Le cube blanc permettrait donc de prendre des objets quelconques, de les rendre autonomes et par là même de leur accorder un statut absolu. Absolu venant d'absolutum, qui veut dire ce qui est délié, ce qui pose bien la question de l'autonomie et de la souveraineté. Un espace souverain, fermé sur lui-même, isolé. Il y aurait une espèce de pénétration étrange de l'œuvre dans le mur blanc lui-même, un repli de l'espace sur lui-même qui s'avalerait. La question de savoir comment l'autonomie peut émerger devient ici centrale et doit être liée à l'autonomie non seulement comme figure théologique, divine, hein, le Dieu est autonome, mais aussi comme figure de la liberté, puisque l'autonome n'est pas déterminé par quelque chose qui lui serait extérieur, c'est-à-dire par une causalité extérieure. Le cube blanc apparaît alors comme un espace paradoxal, fermé à la mesure de son ouverture, vibrante comme une membrane englobant tout, indéterminé, mais ayant des caractéristiques et un esprit précis. Je cite, à mesure que le modernisme vieillit, le contexte du feuilleton, qui voit son acte de naissance dans deux gestes de galerie historiques qui ont été accomplis par Marcel Duchamp. Alors, il s'agit bien sûr du générateur arbitre de l'exposition internationale du surréalisme en 1938, qui met littéralement avec 1200 sacs de charbon le sol au plafond et le plafond au sol, et qui est en quelque sorte le premier à subsumer la totalité de la galerie d'un seul geste. Marcel Duchamp va réitérer l'expérience en 1942 quand il installe son maille de ficelle, qui obstrue, telle une toile d'araignée géante, tout l'espace de la galerie, ce qui va bien sûr gêner les déplacements des visiteurs et fait apparaître chaque particule de l'espace intérieur. L'intégration du contexte au contenu produit un singulier retournement, écrit Brian O'Doherty, puisque, continue-t-il, c'est l'objet introduit dans la galerie qui encadre la galerie et ses lois. Au moment donc où le mur de la galerie indique et souligne sa neutralité, il n'est plus un support passif, mais un véritable protagoniste.
Anastasie expose ainsi en 1967 des sérigraphies tirées de photographies à peine réduites des murs même où ils sont accrochés. Il recouvre un mur de l'image de ce mur, si bien qu'une fois que les œuvres sont accrochées, le mur lui-même apparaît comme une espèce de ready-made. Parmigiani aussi fait des œuvres avec ces fameuses brûlures, ou Michel Debrun qui découpe un morceau de la peinture du mur blanc et vient déposer cela comme une peau. La neutralité illusoire du cube blanc a donc une fonction esthétique. Elle a également un rôle économique et commercial puisqu'elle fait de la galerie une espèce de boutique de grand style, c'est l'expression de Brian O'Doherty, qui peut mettre en scène la rareté et donc la valeur par l'isolement de ce qui est exposé. L'objet est seul et donc unique. Il y a une espèce de sas qui assure la possibilité d'une rencontre sans heurts entre la figure de l'artiste irresponsable et puis sa clientèle, ceux qui vont acheter les œuvres. Bien sûr, je vous renvoie au fameux texte de Baudelaire à propos du salon de 1846 qui s'appelle Aux bourgeois et qui est un peu une espèce de matrice pour toutes ces questions liées à l'économie. Alors, la blancheur renvoie enfin à la propreté, à une espèce d'éternité qui confère à la galerie un statut comparable à celui des limbes. Pour se trouver là, il faut déjà être mort. Le corps est devenu, selon l'expression de Brian O'Doherty, un meuble bizarre dont la présence est superflue. Et il y a là, selon l'auteur, un affrontement complice de deux adversaires que sont l'œil et le spectateur. Et c'est le titre du deuxième article, du deuxième texte de cet ouvrage. L'œil est ce regard désincarné, purement optique, coupé du reste du corps, en vertu du dogme greenbergien de la spécificité du médium. De fait, il est tellement spécialisé qu'il en vient parfois à se regarder lui-même, ajoute l'auteur. Le spectateur, le corps relève du collage et ne revient pas à lui-même, mais est confronté à un espace réel. Mais sans vouloir détailler ce texte, avançons sur la phototopologie de ce white cube. Alors, le cube blanc est un espace délimité dont chacun peut entrer et sortir. Mais quand on y pénètre, tout change. Notre corps comme les objets qui y sont posés. Notre organisme devient un œil, séparé du reste du corps. Les objets s'enfoncent dans le mur et en émergent en même temps, dans une espèce de mouvement de palpitation, et gagnent dans cette transformation une autonomie inconnue dans le monde extérieur. L'espace, pour ainsi dire, disparaît dans sa clarté et ne laisse plus que les objets exister de façon autonome, accordant à la perception du regardeur sa propre autonomie, c'est-à-dire finalement sa propre liberté dans laquelle elle se contemple elle-même. Tout le mystère phototopologique est dans les murs. Certains esprits chagrins diront peut-être que cette neutralité est tout sauf neutre, qu'elle est une modalité de la domination. Ils pourront aussi le dire ici, dans le cube blanc. Alors, les deux phototopologies se distinguent de multiples façons, et en particulier, j'ai trouvé 3 points de distinction entre la black box et le white cube. Donc, d'abord, on reste en dehors de la boîte noire et on rentre dans le cube blanc. Deuxièmement, on ne voit pas ce qu'il y a dans la boîte noire et le cube blanc ne fait que donner à voir son intériorité. Troisièmement, ce qui entre et ce qui sort diffère dans la boîte noire sans qu'on comprenne les raisons de cette différence, alors que pour le cube blanc, ce qui entre et sort change de main et de propriétaire. On entre des œuvres qui appartiennent à l'artiste et ce qui en sort appartient à un collectionneur. La propriété des objets correspond exactement à ceux qui entrent et qui sortent de l'espace. Elles ont toutefois ceci de commun qu'elles sont des esprits, au sens du Geist, posant des questions entre l'intérieur et l'extérieur, le visible et l'invisible, l'intouchable et l'haptique. Elles mettent tous les deux en contact la lumière et l'espace pour faire émerger une certaine intériorité qui est paradoxalement autonome et déterminée de part en part par une relation, c'est-à-dire par l'hétéronome. J'aimerais faire l'hypothèse que ces deux jeux d'espace et de lumière ne sont compréhensibles qu'au regard d'un certain topos historique, consistant à se représenter la subjectivité humaine, c'est-à-dire la constitution du sujet, selon l'image d'un lieu et d'un éclairage. Si ces métaphores sont fréquentes dans l'histoire de la pensée occidentale, qui semble ne se penser elle-même que comme image,
Elles ont eu un regain d'intérêt au XXe siècle parce qu'elles permettaient des expériences de pensée singulières, alternant la transparence de la conscience à soi comme révélation et l'opacité d'une conscience ne parvenant plus à distinguer la réalité du simulacre. Ces jeux de la pensée phototopologique vont avec un certain formalisme et sont fréquents en logique et philosophie analytique où on simplifie des raisonnements par des hypothèses ludiques ou des expériences imaginaires de laboratoire. Or, la formalisation logique du langage est au cœur de la cybernétique. Si ce lien va de soi pour la boîte noire, il faut bien comprendre que le contexte d'élaboration du Y-Cube fut surdéterminé par ce même contexte. La relation entre l'espace et la lumière a pour objet de créer des métaphores de la conscience réflexive humaine. En se déplaçant dans un espace doté d'une certaine lumière, on crée la simulation d'un observateur extérieur de l'intériorité. C'est pourquoi la boîte noire comme le cube blanc sont paradoxaux dans leur relation de l'intériorité et de l'extériorité, et ne peuvent résoudre ce paradoxe que grâce à une certaine idée de l'autonomie. Mon hypothèse est que la boîte noire comme le cube blanc sont des images de la conscience en train d'élaborer ces images mêmes, créant une voie de dégagement à la finitude transcendantale, c'est-à-dire à l'incapacité pour un jugement réfléchissant d'être en dehors de lui-même, de s'extirper de lui-même. Il s'agit donc de sortir de soi et d'y rester en même temps. L'image du miroir noir, réfléchissant et opacifiant, s'impose à nous. Alors, j'aimerais que vous entendiez cette traduction de la fameuse chanson des Velvet Underground « Je serai ton miroir » en imaginant que le jeu est alternativement la boîte noire et le cube blanc, ou peut-être même un ordinateur. Alors voilà, c'est un ordinateur qui parle et qui nous parle. Je serai ton miroir, reflétant ce que tu es au cas où tu ne le saurais pas. Je serai le vent, la pluie et le coucher de soleil. La lumière sur ta porte pour montrer que tu es chez toi. Quand tu penses que la nuit a vu ton esprit, qu'à l'intérieur tu es tordu et méchant, laisse-moi me lever pour montrer que tu es aveugle. Veux-tu poser tes mains? Parce que je te vois. J'ai du mal à croire que tu ne te connaisses pas, la beauté que tu es. Mais si tu ne me laisses pas être tes yeux, une main dans ton obscurité, pour ne pas avoir peur. Quand tu penses que la nuit a vu ton esprit, qu'à l'intérieur tu es tordu et méchant, laisse-moi me lever pour montrer que tu es aveugle. Veux-tu poser tes mains? Parce que je te vois, je serai ton miroir. Le miroir est ici une surface qui n'est pas la réflexion, la répétition d'un original, mais la multiplication d'un simulacre. À la manière de la scène finale de La Dame de Shanghai en 1947, la multiplication de l'espace et de la lumière produit un feuilletage de l'image où la question de la mimésis, de la représentation, n'est plus celle de l'original et de la copie. C'est alors que la machine de Turing nous aide à un apport fondamental encore, puisque si on est en droit de critiquer l'idée d'une intelligence artificielle qui serait la reproduction de la pensée humaine, on est aussi en droit de déconstruire cette critique si celle-ci suppose que la pensée naturelle est un original dont les copies seraient inauthentiques. En effet, l'original avec Turing n'existe pas. Il ne s'agit pas pour Turing de doter la machine d'intelligence, c'est-à-dire de reproduire une intériorité, mais de simuler celle-ci en l'imitant. Il s'agit donc d'une substitution. Le test de Turing consiste, à la manière de la trace de Jacques Lacan, repensée et réinterprétée par Jacques Derrida, de faire croire à un être humain qu'il fait face à son semblable en cachant l'apparence, c'est-à-dire en plaçant la machine dans la boîte noire. Cette dernière acquiert alors un rôle entièrement neuf. Cacher l'apparence de l'intériorité parce que l'intelligence n'est pas quelque chose en soi, quelque chose qui est intérieur, mais quelque chose qui est pour moi, qui est entre deux surfaces. J'attribue donc l'intelligence à autre chose. Le tournant réalisé par Alan Turing consiste donc à faire de l'intelligence, qui est habituellement considérée comme la condition de la liberté, c'est-à-dire de l'autonomie qui est seule à même de briser les chaînes des relations déterministes, une construction strictement relationnelle. Le jeu de l'imitation chez Alan Turing ne consiste absolument pas à reproduire l'intelligence humaine, mais à leurrer le joueur. C'est pourquoi la seconde version du test, que j'avais analysée dans une autre conférence, porte sur une question de genre où il s'agit de reproduire une différence de différence, une différence au deuxième degré. Alan Turing révolutionne la question de l'imitation et de la mimésis, dans un contexte, celui des années 40, où l'art, dans l'histoire de l'art, cette question aussi vient troubler le réalisme.
Alors cette question de la simulation, qui est au cœur de la technique en général en tant que spéculation pratique produisant une nouvelle causalité, pourrait être liée à ce qui s'est passé au XIXe siècle dans le domaine de la physiologie, tel que l'a incroyablement analysé Jonathan Crary dans The Technique of the Observer. Il fallait stimuler et simuler le corps afin d'en comprendre la boîte noire, c'est-à-dire remplacer un stimulus par un autre dans l'objectif de produire la même réaction. Donc, reconstituer de la causalité, simuler un déterminisme. La boîte noire, c'est d'abord le sujet lui-même. En termes de méthode, il faut donc retourner toutes les questions posées à l'intelligence artificielle par les sciences humaines, il faut les poser à l'être humain. On peut donc parler de simulacre relationnel chez Alan Turing, d'ailleurs qui, parlant de l'intelligence humaine, de sa propre intelligence, dit c'est un bruit dans la tête, où l'intelligibilité, comme complétude de l'explication causale, se disloque au profit d'une connaissance expérimentale et heuristique, non par défaut de la connaissance, mais par sa structure même. On ne reproduit pas l'intériorité humaine dans une machine, mais l'opacité du reflet qu'une intelligence accorde à une autre prétendue intelligence. Le réductionnisme de la boîte noire est en fait une manière de résoudre le paradoxe de la conscience réfléchissante. Si on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire, ce n'est pas parce que quelque chose nous est caché, mais parce que la boîte noire n'est secret de rien. Alan Turing mène donc une critique radicale de l'intériorité et de la subjectivation, tout comme le cube blanc pourrait être interprété comme une critique de l'authenticité de l'œuvre d'art et de son originalité. Un objet quelconque peut devenir une œuvre d'art selon le contexte d'exposition. L'intelligence artificielle est à l'intelligence, on pourrait dire, ce que le ready-made est à l'œuvre romantique, entre guillemets. C'est ce formalisme qui permet de déconstruire un mimétisme naïf. Et c'est bien ce qui lie l'intelligence artificielle à la question de l'œuvre d'art de manière fondamentale. La question de la représentation, de la Vorstellung. Depuis les années 50, on ne cesse de lier cette question de la machine à la créativité, ce terme venant d'ailleurs, ce dernier terme, la créativité du management, entendu comme faculté artistique, comprise comme une espèce de nouveauté radicale, émergence d'un événement inanticipable au moment même où de nombreux artistes contestaient cette conception justement événementialiste de l'œuvre d'art. On comprend mieux ce qui lie phototopologiquement la critique de l'intériorité cognitive et la critique de l'authenticité artistique. Donc la question, en fin de compte, l'inauthenticité comme valeur positive du simulacre. L'indétermination de la machine de Turing est frappante. On ne sait pas à quoi elle ressemble, de quoi elle est composée, comment s'agencent ses parties. Il n'y a aucune description des canaux d'entrée et de sortie. Alan Turing ne met en avant que la transformation opérée à l'intérieur. Ce sont des symboles, rien de plus. C'est donc un certain rapport de transformation entre les symboles d'entrée et ceux de sortie qui permet de définir cette machine. Elle transforme les symboles par une succession d'états discrets dont on connaît d'avance le spectre de possibilités. Deux séries sont alors mises en rapport. D'une part, un ensemble de symboles d'entrée et d'autre part, un ensemble d'états de sortie qui définissent les actions possibles de la machine. Tout se passe comme si la machine observait le monde, le découpait en états discrets, traitait cet état pour déterminer son action sur le monde. Comme l'écrit Gilbert Simondon, la machine est essentiellement une triode comme un organisme. Elle a une entrée, une alimentation et une sortie. La machine de Turing va pousser cette convertibilité à son point ultime en considérant ce qui entre et ce qui sort non plus comme énergétique, mais comme langage. Ce langage est binaire parce que les 0 et les 1 ressemblent au passage ou au non-passage du courant, c'est-à-dire de l'énergie. Ils sont isomorphes à la nature même de l'énergie employée par la machine. Lorsque von Neumann propose le modèle d'un des premiers ordinateurs, il met en avant l'intériorité de la machine arithmétique, logique et mnésique, mais il s'interroge sur sa relation à l'être humain. Selon lui, l'intériorité machinique est dépendante dans sa relation au monde de l'action humaine, c'est-à-dire en entrée, et des organes humains de perception en sortie. De sorte que le dispositif est indissociablement technique et humain. Tout se passe comme si la boîte noire utilisait l'être humain pour sentir le monde en entrée et pour agir dessus en sortie, en inversant donc le rapport de dépendance que nous a légué la conception instrumentale de la technique chez Aristote. Tout se passe comme si dans le monde, nous avions créé une boîte noire, refermée sur elle, mais permettant de faire entrer des fragments de notre monde sous une autre forme pour les faire ressortir. Un monde mathématique indemne, au langage unique, à la traduction parfaite, à l'ittérabilité garantie d'avance.
l'ordinateur devient un nouvel outil d'investigation de la nature, qui n'opère plus du tout sur le même plan que les autres outils expérimentaux. C'est par son abstraction même, par sa coupure, qu'il touche non à l'idéal, mais au monde, tout simplement parce que ce dernier est devenu, avec l'industrialisation, un univers d'usage et d'artefacts, une culture matérielle indissociablement faite d'humains et de machines. L'ordinateur n'est donc pas une prise de pouvoir de l'idéalisme sur le matérialisme, mais une réponse déterminée par une certaine phase historique. Loin de la vision paranoïaque, consistant à croire qu'une logique au sens d'un logos humain serait occultée délibérément dans la boîte noire des réseaux de neurones, il nous faut adopter une vision psychédélique, une méthodologie psychédélique. En 2015, quand un ingénieur de Google a voulu rendre visible ce qui se passait dans un réseau de neurones, il a créé Deep Dream, une expérience d'hallucination qui n'est rien d'autre qu'une expérience relationnelle. La relation entre des images en mémoire et des images en surface. L'exigence d'intelligibilité sonne alors comme une autre phototopologie qui serait, elle, fondée sur l'identité entre ce qui entre et ce qui sort dans un espace absolument transparent et visible. Or, nous le savons à présent, cette transparence envers l'intelligence artificielle porte en elle le désir d'une transparence envers l'intériorité humaine, dont la machine n'est que le simulacre et le reflet relationnel. Le passage entre les systèmes experts et le modèle connexionniste, ainsi que le succès du second modèle, tend à prouver que le caractère insensé gagne sur le caractère intelligible, et que l'intelligence artificielle est plus, on pourrait dire par un raccourci, plus nietzschéenne que platonicienne. Pour le dire autrement, l'intelligibilité de l'intelligence artificielle, c'est le système expert, qui est une simple modélisation des connaissances, tandis que l'intelligence de l'intelligence artificielle est, comme notre propre conscience, inintelligible, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'éprouver ou l'expérimenter. Si la boîte noire nous dévore, c'est parce qu'elle est toujours déjà en nous. L'espace intérieur se retourne vers l'extérieur et se métabolise, membrane et épiderme où tout est en surface. L'appel à détourner l'intelligence artificielle des mauvaises finalités, limitant les libertés individuelles, semble en fin de compte méconnaître que la constitution historique de la liberté suppose un sujet souverain et autonome, qui est précisément l'une des origines des politiques coercitives. L'instrumentalité, qu'elle soit pour la liberté d'entreprendre ou la liberté du commun, reste une certaine conception de la causalité. L'explicabilité de l'intelligence artificielle, sa transparence va souvent avec une critique de l'automatisation et de la ressemblance. Là encore, je ne peux que souligner, comme l'a montré Catherine Malabou dans son intervention dans le séminaire post-digital, que l'automatisme n'est pas opposé à une prétendue liberté de mouvement du vivant et que la ressemblance n'est absolument pas une répétition à l'identique d'un modèle originaire qui, de toute façon, nous le savons, n'existe pas. Quant à la critique de l'intelligence artificielle par les sciences humaines, comme machine ne produisant que des stéréotypes répétitifs, là encore, on aimerait se pencher sur l'art contemporain pour comprendre que le stéréotype est un élément structurant de l'œuvre d'art, au moins depuis le pop art, et même depuis le Salon des Incohérents. Quand on estime qu'il s'agit de déjouer une esthétique inauthentique, consistant en ce que l'intelligence artificielle reproduirait des démarches antérieures et qu'il faudrait sortir de cette répétition et créer des résultats inattendus, on pense aux exigences démesurées de la Déclaration de Montréal. Et on aimerait questionner le thème d'une esthétique authentique. C'est quoi au juste une esthétique authentique et pourquoi critiquer l'inauthenticité quand on sait qu'une œuvre d'art, c'est du simulacre? La critique de la boîte noire et des préjugés de l'intelligence artificielle est donc une exigence démesurée adressée à une technologie pour en fait réformer la boîte noire et les préjugés ou les biais de l'être humain. Elle reproduit donc sans le savoir une demande irréaliste et par là même autoritaire. Il ne s'agit pas de transformer la boîte noire en cube blanc, qui lui-même n'est absolument pas transparent, ou d'éliminer les préjugés, ce qui supposerait une relation objective à la chose en soi, la possibilité d'une relation objective à la chose en soi, mais de plonger dans la pénombre, les simulacres et les biais de façon réflexive, en créant une zone indistincte entre l'être humain et la machine, fruit de leur relation co-constitutive que je nomme
l'anthropotechnologie. C'est en ce domaine que j'aimerais proposer, face à un art critique et utile, entre guillemets, dénonçant les méfaits incroyables de l'intelligence artificielle, avec, il faut bien l'avouer, un certain moralisme, des créations qui s'immergent dans les flux déchaînés de l'artifice. La production artistique est alors à même de produire quelque chose que l'ingénierie seule ne saurait réaliser ou même imaginer. Non pas créer de l'inattendu selon une conception de l'événement esthétique qui me semble datée, mais de briser les catégories et les hégémonies, celles qui sont dominantes comme les nôtres mêmes. Sans ce retournement, nulle réflexivité. Si les premiers mots ironiques de l'ordinateur sont « Hello World » en programmation, le monde se rappelle à nous ces derniers temps. Nous sommes chacun confinés dans une boîte, dans un cube. Est-il noir, est-il blanc? Est-il opaque ou transparent? Quel est ce contenu dans un espace contenu? Qu'est-ce que diffuser ainsi du contenu? Où sommes-nous en ce moment même? Est-ce que vous me voyez? Qu'entendez-vous? Qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? Partageons-nous encore un topos à l'ère du virus? Même si le temps me manque, je souhaiterais à présent vous raconter ce que je suis en train de faire et comment la machine contamine l'être humain, qui contamine la machine. Spectre et hantise dédoublés et redoublés. Alors voici donc un court extrait d'un texte que j'écris en ce moment même, mais il faudrait mettre en suspens le jeu, comme vous le verrez. Cette vie qui n'est pas la nôtre et qui traverse les corps, le sachant ou l'ignorant, cherchant un autre. Si cette vie doit pénétrer dans tous nos organes, si elle doit transformer une partie de nous, pour la bonne raison et pour la bonne raison seule qu'elle confine, elle doit réguler avec justice les parties de nous qui ont été habilitées à recevoir et à effectuer l'accident de la mort. La construction et le travail de la dernière extrémité de notre corps, l'application du pouvoir illusoire, la négation de notre réalité. Mon système corporel est composé d'aussi peu de parties que possible, car je crois que rien ne serait plus vain que de donner un plan à la vie, un arrangement stable d'une relation naturelle, à la fin tôt ou tard désirée par les principes superficiels qui font la vie. Le corps était toujours en mouvement, mais ce n'était pas lui. C'était un autre corps qui s'agitait sous sa peau. Il manquait d'oxygène. Les machines continuaient à tourner, mais plus rien ne sortait. Son cerveau était toujours sur le corps. Il n'y avait même pas une trace de matière. Peut-être était-il sorti dans un abri. Où était-il quand l'autre corps s'est réveillé? Cela avait été un instant. Son cerveau était assis dans le cortex cérébral, prêt à laisser sortir tout ce qui lui tombait dessus. Pendant une seconde, un sentiment de perte l'envahit, puis il vit son cadavre. Lorsque cet aperçu me laissa complètement submergé, je ne pus rien faire d'autre que de vomir et de saisir mes pieds fermement sur mon ventre et ramener mes pensées vers la région désirée. Je ne savais rien. Il y avait une rivière de sang qui coulait le long du cerveau. Il y avait du sang, je ne savais pas, sur la terre en bas. Je pensais que quelque chose en était sorti. C'était de l'eau? Quoi? L'eau était-elle encore présente? Je suis tombé dans une mer d'écume, et au moment où j'ai senti mon sang couler à travers mes yeux, j'ai levé la tête, et la tête du dernier cadavre est rentrée sous ma peau. Je suis donc mort au même moment. La terre a été submergée par l'eau, les vagues tourbillonnantes ont continué à me secouer jusqu'au fond, et elles sont tombées sur moi, presque l'une après l'autre, formant un grand rocher contre ma peau. J'étais couché sur le côté au milieu d'une gravière et toutes ces chutes d'eau me pressaient sur le côté. Après avoir vu ce qui était en train de se passer et entendu l'explosion d'une guerre lointaine, je me suis tourné vers le corps mort qui était sous ma peau. Et voyant les cheveux d'un rouge vif sur mon cou, j'ai levé mon cœur vers le ciel, sans trembler à l'exclamation « Ils ont pris leur mort ». Plusieurs autres corps sont alors apparus. Chacun avait une forme et une texture différentes. L'un d'entre eux m'a semblé d'une couleur légèrement métallique, car il avait des taches marron foncé. L'autre était de cuir fondu, le troisième d'un rose pourri et le quatrième violet. En voyant ces corps, j'en ai soulevé un avec ma main, et j'ai observé attentivement les veines qu'il traversait. Le liquide a disparu soudainement, mais en un instant, deux vaisseaux ont légèrement exudé de l'un de ces corps. De nombreux animaux furent ainsi ensevelis. Ils ne cédèrent à aucune blessure, mais furent amenés à la surface de la terre et moururent ainsi progressivement. Les veines bougeaient de l'intérieur. On pouvait voir le liquide couler, les animaux se transformer en d'autres corps dont je ne reconnaissais pas les formes. Quand les animaux sont devenus chairs, l'eau qu'ils buvaient dans leur estomac a rencontré un acide en eux et ils ont pris l'habitude de manger d'autres animaux.
Les insectes, en plus de stocker de la nourriture dans leurs veines, se paralysaient au bout d'un laps de temps et ne pouvaient plus respirer. Alors ils se dévoraient eux-mêmes. C'est le début de la digestion et, à partir de là, c'est ce que les animaux sont devenus pour remplacer les générations précédentes qui sont mortes. J'ai commencé à m'étouffer. J'ai senti mon corps m'abandonner. J'ai essayé de me lever de mon lit, je n'ai pas pu, j'ai regardé la machine à côté du lit qui respirait pour moi. J'ai essayé de la soulever, mais je ne suis pas parvenu à la tenir entre mes bras. Je n'arrêtais pas de me dire « ce n'est pas bien, ce n'est pas bien ». J'ai regardé à nouveau la machine et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Ma poitrine me brûlait. Je suis resté allongé pendant plusieurs heures jusqu'à ce que je me lève. Je me sentais comme un parfait étranger à l'hôpital. Ce n'est qu'un mois plus tard que j'ai vu le docteur Cory au chevet de mon lit. C'était une espèce de petit singe avec un cœur énorme. Je lui ai demandé « Comment cela se fait-il » Il m'a répondu « C'est dû à ce que vous faites en ce moment. Vous vous faites du mal. » Il m'a demandé de répéter ces phrases. Le temps est venu pour moi d'abandonner ma vie. Je dois prendre ma vie d'une nouvelle manière. Je me sens comme une personne différente. Je suis un patient anesthésié, je dois l'être. Ma famille ne s'intéresse pas à moi, je ne peux pas le faire moi-même. Je suis une personne compliquée. Je suis une épave nerveuse. Il faut que je me lâche. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Je suis une personne avec une vie ennuyeuse. J'ai essayé à nouveau de répéter ces phrases. J'ai encore essayé de répéter, j'ai encore essayé ces phrases. J'étais sûr de me relever, mais j'étais sûr que je ne le ferais pas. J'étais sûr que je ne mourrais pas, mais j'avais tort. J'ai essayé à nouveau. Le temps a passé. La première de mes dernières tentatives infructueuses s'est faite dans mes propres poumons. Je n'ai pas été très patient, mais je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai même pas essayé de mettre un drap sur le lit. Je l'ai gardé au-dessus de la tête du lit. La machine fonctionnait toujours, elle était là, mais maintenant elle ne servait plus à rien. Je l'ai gardée sur le lit et j'ai continué à tousser. J'avais peur de mourir si je continuais à faire ça. Finalement, j'ai commencé à me lever du lit et j'étais prêt à mourir. J'étais sur le point de rendre mon dernier souffle. J'ai senti ce grand soulagement à l'idée de mourir et aussi de ne pas mourir. Et pourtant, il me semblait impossible de sortir de la chambre. Je toussais encore et je savais que j'allais mourir. J'étais certain que si je continuais à tousser, je mourrais. J'étais sûr que si je continuais à tousser, je mourrais une nouvelle fois. Alors ce texte n'a pas été écrit par un être humain, moi, ou par une machine, mais par un complexe ou une relation entre les deux. Je me suis perdu dans la machine qui s'est perdue en moi. J'aimerais vous rendre sensible et palpable cette émotion d'écriture-là, cette fiction grise et troublée. Il ne m'est possible que d'en parler de façon expérientielle en rendant compte des sentiments divers qui me traversent en ce moment. Voilà la procédure. Alors, je construis un corpus de plusieurs centaines de livres trouvés sur le réseau et totalisant en texte brut 300 mégas environ. Cette bibliothèque comprend des textes de biologie, de géologie, de médecine du 19e et du 18e siècle, ainsi que des ouvrages de Philippe Cadic, le livre de l'intranquillité de Pessoa, compagnie de Beckett, Eden de Guyotat, etc. La constitution de ce corpus répond à une intuition précise. J'imagine ce que donneraient leurs rencontres et leurs croisements, leur hybridation et leur métamorphose. J'essaye ainsi par ce corpus de constituer une atmosphère intertextuelle. Puis vient le moment de l'apprentissage. Quelques heures où j'observe l'évolution du texte de cycle en cycle, jusqu'à atteindre un résultat intéressant à mi-chemin entre la répétition et la surprise. La différence dans la répétition, si vous voulez, pour adapter cette tension deleuzienne. Mon espace latent est alors prêt. Ensuite, l'écriture commence. Alors, je donne au logiciel des débuts de phrases que j'ai créés. Et puis, il va poursuivre et au moment où il génère une suite intéressante, c'est-à-dire qui provoque en moi l'idée d'une autre suite, je sélectionne le morceau, j'écris la suite, je génère encore et ainsi de suite. J'obtiens par ce mélange et cette poursuite des phrases une espèce de brouillon. J'ai suivi la machine qui m'a suivi. On se suit l'un l'autre. Je relis, j'ajoute des éléments de cohérence, des répétitions, justement pour tenir un fil. Ce n'est pas un cadavre exquis, mais une co-imagination. Que se passe-t-il? Ai-je été soumis à l'intelligence artificielle? Ou l'ai-je détourné? Ou lui ai-je résisté? Ni l'un ni l'autre. Était-ce une boîte noire? Ai-je réussi à créer une boîte blanche et enfin transparente et explicable? Ni l'un ni l'autre. La fiction est grise, au sens où il y a une boucle rétroactive entre mon imaginaire et quoi au juste? L'intelligence artificielle, non. Plus exactement, la mémoire de plusieurs centaines de textes. La mémoire monstrueuse, métamorphique. C'est une dimension qu'on oublie souvent dans l'intelligence artificielle actuelle, la dimension mémorielle. Or, la mémoire est précisément dans notre capacité à la répéter
et au cœur de la répétition de la différer, au sens d'Héridien, à produire de la culture. Celle-ci n'est pas une simple répétition à l'identique, et ce n'est pas non plus une pure nouveauté. Qu'est-ce que cette pureté de la nouveauté voudrait d'ailleurs dire? Mais une zone grise interlope entre l'avoir été et ce qui pourrait avoir lieu, une métamorphose du possible comme tel. Voici donc mon émotion artistique. Perdre mon autonomie souveraine, me perdre dans et avec vos mémoires, nos mémoires, entrer dans un imaginaire qui est le mien sans m'appartenir, devenir ce que nous avons toujours été, une multitude. C'est en 1952 que Marvin Minsky, alors travaillant au Bell Labs, invente le concept de machine inutile, useless box, qui s'allume et qui s'éteint à intervalles réguliers sans aucune raison, et qu'il va aussi désigner par le très beau vocable de Leave Me Alone Box. Leave Me Alone Box, c'est vraiment laissez-moi tranquille. C'est justement la question de la solitude d'une boîte, d'une topologie de la solitude. Claude Shannon fera ses propres versions de cette machine absurde, et l'une d'entre elles, d'ailleurs, sera vue par Arthur C. Clarke au MIT, qui écrira « Il y a quelque chose d'indicible et de sinistre à propos de cette machine qui ne fait rien, absolument rien, si ce n'est s'éteindre elle-même. » Alors Minsky a également créé une machine à gravité qui sonne si la gravitation universelle change. Or, cette possibilité n'est pas scientifiquement envisageable dans le futur. Par cette seconde machine, Minsky produit une science fictive. Non pas seulement une alternative, mais une possibilité hors la loi, qui constituerait une contingence pure, fin de la gravité. Il y a d'un côté une machine qui ne cesse de répéter une opération inutile, il y a de l'autre une technique programmée pour quelque chose qui n'arrivera jamais, dont la possibilité est suspendue. Chaque machine provoque une fascination parce qu'elle extirpe sa forme et sa matière de l'instrumentalité et laisse entrevoir une singulière temporalité. Il y a une boucle qui se répète et une boucle qui n'arrivera jamais. La fascination est aussi liée à l'affirmation de la contingence circonstancielle et au mouvement machinique. Celui-ci est un flux, bordé par la répétition et la non-répétition, par le possible et l'impossible. Comment comprendre que le flux arrive et n'arrive pas? Non pas comme deux moments distincts, mais simultanément. De quelle façon penser cette contradiction, cette tension? Cette dernière est déterminée par une identification et une stabilisation des états qui est sans rapport avec l'advenu des états eux-mêmes. Les flux sont donc un autre choc entre le monde et la perception. La simultanéité du possible et de l'impossible n'est pas un phénomène en soi, mais le résultat d'une distance entre ce qu'il y a à percevoir et ce que nous percevons, entre la donation et le donné. Bref, elle est déterminée par le dispositif d'observation. Je ne privilégie donc pas l'art dans sa fonction critique, entendue comme une position extérieure, reproduisant l'œil incorporel du cube blanc. La fiction grise est comme Deep Dream, répétition et différence tout à la fois, récursive et contingente, s'enfonçant indéfiniment dans ces conditions de possibilité qui, loin d'être autonomes, sont le monde en tant que monde. Nous ne sommes décidément pas indemnes. Ce virus nous rappelle que nous ne sommes pas indemnes, nous ne sommes pas souverains. Nous ne pourrons plus sortir de cet espace, nous ne pourrons plus le nier. Il faut commencer à ouvrir le confinement du dedans. Et bien sûr, je finis toujours par, vu mon patronyme, par une photographie de chat. Je vous remercie.